Il est 19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité de ce 20 août, le lancement des épreuves du concours qui ouvre les portes de l'Institut national de formation des agents de santé. Ce sont 130 000 candidats qui se présentent cette année pour 10 000 places disponibles. Après le tragique accident au Ghana qui a coûté la vie à des élèves partis en colonie de vacances, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a apporté son soutien aux familles endeuillées. Il s'est rendu au domicile des victimes pour partager leur douleur et exprimer la solidarité de l'État en ces moments difficiles. Au Sénégal, les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram deviennent le terrain de jeu des agro-influenceurs, de jeunes entrepreneurs agricoles qui boostent leurs ventes et partagent leur savoir en ligne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les épreuves d'entrée à l'INFAS ont débuté ce mardi 20 août 2024. Ils sont 130 000 candidats en lice, mais seuls 10 000 d'entre eux pourront décrocher une place. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a officiellement lancé les épreuves ce matin, marquant ainsi le début d'une étape cruciale pour ces aspirants au secteur de la santé. Pierre Dipomélin, Éric Quimot. Salle de conférence de l'INFAS dans la commune de Trècheville. Le ministre Pierre Damba, en charge de la santé, échange avec les candidats avant de donner le top départ des épreuves. Grâce à ce concours, non seulement vous allez être au service de votre pays, mais vous allez vous réaliser à titre personnel. Et vous serez épanoui parce que vous allez travailler dans un secteur où, à la fin de la journée, on est vraiment épanoui parce qu'on est au service de l'ordre. Tout commence avec les épreuves de kinésithérapie. Les candidats des 10 corps de métier affichent pour la plupart la sérénité. On n'a pas encore vu le sujet. Bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on espère que cela va bien se passer. Je me sens bien. Non, je ne suis pas stressée. Bon, je pense que je peux y arriver. Pour quelqu'un qui a étudié, je ne veux pas être stressé. C'est le travail qui paye. Le ministre Pierre Damba a indiqué le besoin croissant dans le secteur de la santé avec la construction de centres de santé de proximité à travers le pays. À l'issue de ce concours, le gouvernement compte recruter plus de 10 000 agents de santé donc à la fin de leur formation pour renforcer notre système sanitaire. Nous avons donc introduit la formation des secrétaires médicaux en santé, des auxiliaires, je pourrais dire, donc, du personnel nécessaire pour faciliter l'accueil dans nos hôpitaux. Nous enregistrons plus de 130 000 candidats. Vous voyez un peu l'intérêt que suscite ce concours. Au total, ce sont 130 662 candidats qui ont été enregistrés. Seulement 10 000 seront recrutés cette année pour des postes d'infirmiers ou infirmières, sages-femmes ou maïeuticiens, techniciens de biologie médicale, techniciens d'imagerie médicale, techniciens d'hygiène et d'assainissement, préparateurs et gestionnaires en pharmacie, techniciens de massokinésithérapie, techniciens biomédicaux, secrétaires médicaux et auxiliaires de santé. Et l'émotion est toujours vive après l'accident tragique qui a coûté la vie à 2 élèves ivoiriennes en colonie de vacances au Ghana. Face à cette immense douleur, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, n'est pas resté indifférent. Il s'est rendu il y a quelques jours au domicile de la famille de Kofi Claude Olivia pour partager leur chagrin. Ce matin, c'est à Yopougon, auprès de la famille d'Adassa Esther Ramissou Kwasi, qu'il a tenu à apporter le réconfort et le soutien de l'État. Un geste de compassion en ces moments douloureux. Salifia Lekwe. Yopougon-Niangon, cité Kestab. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'y est rendu accompagné de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonte Dogo, et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, pour apporter le réconfort du gouvernement ivoirien à la famille d'Adassa Esther Ramissou Kwasi, élève qui était âgée de 16 ans, décédée à la suite d'un accident survenu au Ghana pendant qu'elle séjournait pour une colonie de vacances linguistiques. Civilité avec les membres de cette famille éprouvée, des mots de compassion à leur endroit et un soutien financier afin de les aider dans l'organisation des obsèques. Nous sommes venus au nom du chef de l'État apporter notre soutien fraternel à la famille qui est aussi la nôtre, parce que le chef de l'État a été bouleversé en apprenant cette nouvelle. Le vice-président s'est joint à nous pour saluer avec beaucoup de respect toute la famille et confier l'âme de notre fille à l'Éternel. Nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement ghanéen qui, à l'avènement de cette situation, a déployé tous les moyens possibles pour aider nos enfants
en complément de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire. Que le Seigneur encourage les fondateurs de l'école qui a pris l'initiative de donner une chance à nos enfants. Et nous demandons aux parents d'avoir la foi. Cette présence a été appréciée par les membres de la famille. Il ne peut pas avoir plus grand soutien que de voir le Premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque. On remercie encore une fois l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les autorités ghanéennes qui sont mobilisées vraiment pour apporter tous les soins nécessaires. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais cette solidarité ne nous a pas manqué. Le bilan fait état de 2 décès et 12 blessés, tous pris en charge par le gouvernement ivoirien. Robert Begré-Mambé s'est rendu au domicile de la famille de Kofi Claude Olivia, premier cas de décès dans cet accident, la semaine dernière. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est en visite en Côte d'Ivoire depuis 48 heures. Dans son agenda, une rencontre avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de coopération militaire, étaient au menu de cette rencontre. Salif Alekwe, Joseph Zécré. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé à son cabinet sis à Abidjan Plateau avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui séjourne en terre ivoirienne. À cette occasion, les deux personnalités se sont félicitées de la bonne coopération entre les deux pays, notamment sur le volet militaire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada sont des relations qui sont très anciennes et je pense que ce sont des relations qui sont fructueuses, que nous saluons, que nous avons donc le devoir en ce qui nous concerne de renforcer, parce que je pense que nous avons beaucoup à apprendre du Canada, nous avons beaucoup à recevoir du Canada et nous nous inscrivons dans cette dynamique. Je peux vous dire que la volonté y est. Nous sommes très sensibles à tout le soutien que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Récemment encore, ces 500 kits donc de premiers soins pour les forces armées de Côte d'Ivoire, donc ce qui nous est très très utile. Pour moi, c'est important, et pour l'équipe également, de venir en Côte d'Ivoire dans le contexte de cette tournée de l'Afrique que nous faisons, au moment même où nous travaillons sur une nouvelle stratégie pour l'Afrique. Je suis ici également pour parler de différents enjeux. J'ai rencontré le ministre de la Santé, on a parlé de vaccination, on a annoncé des investissements importants en matière de santé et de développement. J'ai rencontré le ministre délégué aussi aux Affaires étrangères pour parler de la relation bilatérale. On a signé aussi une nouvelle entente en matière de coopération économique parce que le Canada veut faire plus au niveau développement économique, au niveau commerce international pour offrir des opportunités non seulement aux entrepreneurs d'ici, mais aussi aux entrepreneurs canadiens. Et puis, avec vous, ce que j'espère pouvoir travailler et parler davantage, c'est toutes les questions liées à la santé et la sécurité, bien entendu, ici, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis le 26 septembre 1962. Ce mardi matin à Gagnois, un incendie s'est déclaré dans l'un des bureaux de la Direction régionale des impôts. Le feu, qui a pris vers 11 heures, a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Selon les premières constatations, un court-circuit serait à l'origine de l'incident. Malgré les dégâts matériels enregistrés, la direction reste opérationnelle, comme l'a confirmé le directeur de l'antenne qui assure que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des agents. Niki Mamoussa. Gagnoa, Direction régionale des impôts. À la manœuvre, les sapeurs-pompiers s'attellent à éteindre le feu, qui s'est déclenché dans l'un des bureaux du premier étage de la direction. Il est 11 heures, quand la fumée commence à se faire sentir par les travailleurs. On sortait de l'un des bureaux des impôts, du cadastre notamment. On devait aller dans un autre bureau lorsque une dame nous a commencé à crier qu'il y a du feu au cadastre. Et donc, nous sommes sortis. On a constaté effectivement la montée de la fumée. Au bout de 4 à 5 minutes, c'est là maintenant qu'il y a eu l'explosion. Les flammes sont sorties de nulle part. Ça s'est intensifié. Mais pendant ce temps, le service des pompiers civils avait déjà été contacté. Selon le directeur de l'antenne, pas de victimes, mais quelques dégâts matériels. La présentation que les pompiers nous ont faite, ils nous ont dit qu'il y a un seul bureau
qui a été entièrement détruit. Il s'agit du bureau du chef du cadastre. Effectivement, le bureau d'où est parti l'incendie. C'est ce bureau-là qui a été entièrement calciné. Le secrétariat légèrement touché. Voilà. Il n'y a que ces deux bureaux-là qui ont été vraiment touchés. Tout le reste du bâtiment est, je dirais, intact. Malgré cet incident, les autres services sont mobilisés pour assurer la continuité des activités administratives. Selon le directeur, la priorité est à la gestion des conséquences immédiates de l'incendie et à la mise en place des mesures nécessaires pour éviter des futurs incidents similaires. L'agence ivoirienne de presse a reçu ce mardi la mutuelle des agents, fonctionnaires et agents de l'État, MUGEFSI, dans le cadre de sa tribune dénommée le Forum de l'AIP. Il était question ce jour d'aborder la vie de la mutuelle, mais aussi ses défis et ses perspectives pour les années à venir. Niki Mamoussa, Tanguy Kona. Après 50 années au service des fonctionnaires et agents de l'État, la MUGEFSI entend améliorer ses prestations, parfois décriées par les mutualistes. Au cours d'une session du Forum de l'agence ivoirienne de presse, la mutuelle a fait le point de ses réalisations, avec notamment la prise en charge du bilan de santé de plus de 15 000 fonctionnaires pour l'année en cours et la facilité de soins à travers la couverture maladie universelle. La CMU et la MUGEFSI, en termes de prestations, apportent un plus dans la prise en charge du fonctionnaire agent de l'État en mettant à sa disposition au minimum 7 000 médicaments et en permettant de dégager des excédents budgétaires qui permettent d'améliorer le réseau informatique, de prévoir de s'inscrire dans la prévention en offrant des bilans de santé gratuits aux fonctionnaires agents de l'État, en permettant à la mutuelle d'investir dans la prise en charge de la dialyse et permettre cette année encore une prise en charge au niveau du bilan de santé des 15 000 fonctionnaires agents de l'État. Le thème de cette session, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, 50 ans après, défis et perspectives. Vous comprenez que ça fait 2 ans que nous sommes excédentaires et ces 2 excédents-là nous a amenés à diligenter une étude actuariale pour voir dans le sens d'une prise en charge plus accrue des fonctionnaires agents de l'État. Notre souhait, c'est qu'à partir de l'année prochaine, la prise en charge soit portée à 80% des prises en charge au niveau des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a pour mission essentielle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs familles au moyen d'un système d'entraide et de solidarité tendant à réparer les risques sociaux. À la veille de la fête nationale, le président Alassane Ouattara a annoncé une excellente nouvelle pour les retraités, tant du secteur public que privé. À partir de septembre prochain, une prime spéciale annuelle équivalente à un tiers de leur pension mensuelle leur sera accordée. Une mesure saluée par le collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service, le COFRETAS. La prime spéciale aux retraités de Côte d'Ivoire sera disponible dès le mois de septembre. Décision du président Ouattara, rendue publique lors de son adresse aux Ivoiriens, à la veille du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le collectif des fonctionnaires retraités, après 30 ans de service regroupés au sein du COFRETAS, exulte. Pour le président du collectif, cet acte est le signe que leur cri a été entendu. Très touché par ce geste. Merci d'abord d'être à notre écoute. En effet, il a dit, et je cite, « S'agissant de la lutte contre la vie chère, j'entends les préoccupations de nos compatriotes. Merci surtout d'avoir relevé ce que nous avons été pour ce pays. » Là aussi, il a dit, et je cite, « S'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation. » Enfin, merci, Monsieur le Président, non seulement d'avoir accédé à notre demande en nous octroyant cette prime spéciale, mais surtout merci de l'avoir fait dans les mêmes proportions que pour les fonctionnaires en activité, comme nous l'avons aussi souhaité, à savoir le tiers de la pension. Le collectif rappelle cependant une de leurs préoccupations qui reste le paiement des effets financiers de leurs arriérés d'avancement obtenus en 1988 à leur départ à la retraite.
Au Sénégal, les réseaux sociaux deviennent un terrain de jeu fertile pour une nouvelle génération d'agro-influenceurs. Sur TikTok ou Instagram, ces jeunes entrepreneurs agricoles transforment leur passion en une force de vente et de partage. Bien plus que des plateformes de divertissement, ces réseaux sociaux se révèlent être des outils puissants pour promouvoir l'agriculture, inspirer une communauté et prouver que l'innovation peut prendre racine là où on ne l'attendait pas. Pierre Dipomela. Accroupi à côté d'une pile de mangues fraîchement cueillies, Mamadou Abdou Diop tourne une vidéo TikTok, en espérant qu'elle fera un carton auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ce trentenaire fait partie d'une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles en Afrique de l'Ouest qui utilisent les plateformes en ligne pour stimuler leurs ventes, partager leurs connaissances. Moi, j'ai préféré faire mes propres vidéos. Déjà que tu payes pas pour faire tu fais ton propre marketing. Donc, tu sors ce qui est en toi, tu sors ce que tu travailles. Donc, pour moi, ça fait beaucoup plus naturel, en fait. Et les gens, ils vont beaucoup plus capter. Même s'il n'y a pas la qualité, même s'il n'y a pas sur l'image ou bien sur le son, les gens, ils aiment ce qui est le naturel. Tu montres ce qui est vraiment ton travail et sans faire de montage, sans faire rien. Depuis 2020, il dirige une petite entreprise qui gère des parcelles de terre et cultive une gamme de produits, de la pastèque aux mangues, en passant par les oignons et les haricots. Mamabdou assure que ses bénéfices ont grimpé en flèche et sa clientèle a plus que doublé depuis qu'il a commencé à promouvoir son activité sur ses comptes TikTok et Instagram, où il dénombre respectivement environ 14 000 et 2 000 abonnés. En scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais. Le nouveau gouvernement a fait de la souveraineté alimentaire l'une de ses priorités, dans le but notamment de créer davantage d'emplois pour les jeunes, confrontés au chômage. Quand je me déplace, j'ai mon téléphone avec moi. Donc je prends des photos, je prends des vidéos, des selfies, peut-être des snaps. Et après, je le publie sur les réseaux sociaux pour montrer mes activités. Donc je fais parfois des boostages au niveau d'Instagram. C'est en fonction de ça que les gens me contactent pour des visites de terrain, pour des suivis par rapport à leur verger ou bien leur ferme. Je me considère comme un agri-influenceur, oui, vraiment, je me considère comme ça. Vu que je publie tout le temps des activités, seulement des activités agricoles sur la production végétale, donc je me considère comme tel. Le Sénégal importe encore près de 70% de sa nourriture, bien que 60% de la population travaille dans l'agriculture. Pour la jeune population sénégalaise, de plus en plus urbaine et technophile, les plateformes numériques offrent une opportunité d'innovation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain à 19h50. Bonne soirée sur les antennes de NCI.